Je me trouve aujourd'hui au siège de la société Avril, marque française de cosmétiques bio, accueillie par son fondateur et président Alexis Delem. Bonjour Alexis. Bonjour Bruno. Écoute, merci de m'accueillir pour ce nouvel épisode de notre podcast. J'ai trouvé un très grand intérêt pour les entrepreneurs et dirigeants fidèles de ce podcast de te donner la parole. Parce que tes convictions t'ont conduit en 2012 à créer Avril sur un modèle économique original sur le marché des cosmétiques bio. Original et aussi vertueux et sans doute aussi exigeant. Tu te déclares ouvertement écolo, mais je sais aussi que tes convictions te portent à construire une entreprise dans laquelle il fait bon travailler avec beaucoup d'autonomie. Aujourd'hui, Avril réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 35 millions avec des croissances de 15 à 20% ces dernières années. Alors tu vas sûrement me dire que la réussite n'est jamais acquise, mais au vu des courbes que tu m'as montrées, Avril est pour le moment un beau succès et un succès prometteur. Tu as aujourd'hui 58 ans, tu es père d'une fille et de 3 garçons et en 2011, tu as quitté un beau job chez Auchan pour créer ton entreprise. Pourquoi ce switch ? Est-ce que c'était une volonté d'indépendance pour devenir entrepreneur à ton compte, autonome, ou est-ce que tu étais tiraillé par une belle idée à concrétiser ? Oui, alors c'est un peu les deux, mais c'est vrai que c'est surtout l'idée, parce que comme tu l'as dit, je suis écolo, c'est-à-dire que je suis concerné par les sujets de l'environnement, je suis convaincu qu'il faut agir pour l'environnement. Et dans les dernières années chez Auchan, j'étais responsable de tout le pôle produits d'entretien pour la maison, produits cosmétiques, parapharmacie, soins bébés. Et j'observais avec déception que les cosmétiques bio ne se vendaient pas très bien. Ah oui. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que c'était trop cher. C'était combien de pourcents du marché ? C'était 1%. Ah oui. Donc c'était vraiment peanuts. Et en fait, oui, c'était trop cher. En fait, les gens, ils préfèrent utiliser des produits qui sont bio, qui sont meilleurs pour l'environnement, qui sont meilleurs pour leur peau, mais ils n'ont pas forcément les moyens. Donc ils utilisent les produits conventionnels qui sont moins chers. Et en fait, ce dont je me suis aperçu également, c'est que le modèle économique dominant dans la cosmétique pour la plupart des marques consiste à dépenser beaucoup d'argent pour la pub, le marketing, la communication, et donc à devoir vendre leurs produits relativement chers pour payer tous ces coûts. Et je me suis dit, si on adopte un modèle économique différent, inverse de celui-là, on pourrait proposer des produits bio qui certes coûtent un peu plus cher à fabriquer parce que les ingrédients sont naturels, à un prix qui deviendrait plus accessible parce que en faisant ces économies, on aurait besoin de moins de marge. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai quitté Auchan pour créer Avril. Donc vraiment par conviction pour cette idée que avec ce nouveau modèle économique, on pouvait développer la cosmétique bio et rendre du coup la cosmétique plus vertueuse. Mais il y a aussi bien sûr cette volonté d'indépendance dans le sens de la liberté de pouvoir mettre en œuvre mes convictions. Ce en quoi je crois, c'est important pour moi de pouvoir le faire. Et évidemment, c'est plus facile quand on est dirigeant d'entreprise que quand on est salarié. Oui. Mais alors, bon, tu étais distributeur et là, tu te retrouves à devoir fabriquer des produits ou faire fabriquer. Oui. C'est quand même une autre posture. Oui. Ça s'est passé comment, le démarrage ? Il a fallu chercher des gens pour formuler les produits. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Exactement. Oui, alors en fait, j'avais déjà une bonne expérience de ça, puisque chez Auchan, dans les diverses missions que j'avais eues, j'avais été amené à développer des produits à marque Auchan. Et donc j'avais déjà un réseau de sous-traitants potentiels, je savais très bien comment ça fonctionnait. Donc c'était vraiment un terrain connu pour moi de mettre au point avec des partenaires des produits cosmétiques. C'est quelque chose que je savais faire. Donc c'était pas le plus difficile. C'est pas le plus difficile, non. Donc c'est le plus difficile, c'était de se faire connaître, alors qu'il y a déjà des dizaines de marques qui existent, bio et non bio. Alors que j'avais décidé de ne pas investir, de ne pas dépenser d'argent pour le marketing, la pub, la communication. Donc ça, c'était un peu une gageure. Et d'ailleurs, le début était très difficile parce que ma stratégie de ne pas dépenser d'argent pour communiquer a très bien marché. La marque Avril était absolument inconnue au démarrage, donc c'était très efficace. Tu commercialisais via le web au début ? Alors exactement. Au démarrage, on avait 2 canaux de distribution.
on vendait sur notre site internet, Oui. mais tout de suite, on a voulu aussi essayer de vendre à des revendeurs, à des magasins bio, à des pharmacies, Des à des parapharmacies. sites internet de cosmétiques bio. Mais ça a mis du temps parce que sur notre site internet, comme personne nous connaissait, on avait très peu de commandes, une ou deux commandes par jour maximum au début. Et puis les revendeurs, ils n'attendaient pas avril. Il n'y avait pas une place dans leur rayonnage qui était vide en attendant que je crée avril. Donc c'était difficile de faire sa place, surtout que quand on a zéro notoriété, il n'y a pas de demande pour votre marque. Donc les revendeurs, ils sont pas forcément fans d'intégrer une marque inconnue. Tu as douté à certains moments? Ah oui, tout à fait. Ah oui, les 2 premières années étaient vraiment compliquées parce que comme je disais, on avait très peu de commandes, très peu de chiffre d'affaires, on perdait de l'argent évidemment, et donc parce que tu avais des commandes minimales à faire chez ceux qui fabriquent. Exactement, des grosses quantités, donc puisque donc beaucoup de stock effectivement. Donc oui, c'était inquiétant les 2 premières années, ça c'est sûr que j'étais pas très très serein. Mais patient quand même, parce que je savais que forcément avec cette décision un peu saugrenue de pas communiquer pour se faire connaître, ça prendrait plus de temps. Donc patient mais inquiet les 2 premières années. Ouais. Donc c'était 0 chiffre d'affaires, aujourd'hui c'est 35 millions. Ouais. Il s'est passé des choses, donc au bout de combien de temps ça s'est débloqué? Oui, en fait, il y a pas eu un vrai déclic, c'est-à-dire que ça s'est fait très progressivement. Comme on a compté surtout sur le bouche à oreille pour se faire connaître, c'est sûr que ça met du temps, mais après, quand c'est enclenché, petit à petit, ça devient suffisant pour que l'entreprise soit rentable. Donc au bout de, on va dire, la 4e année, on a arrêté de perdre de l'argent, donc en 2014. Et puis en 2015, on a continué à progresser, de façon satisfaisante et donc à être rentable. En 2016, on a continué, on était encore plus rentable. En fait, en 2016, on était 3 personnes dans l'entreprise, donc toujours sur nos 2 canaux, site internet et revendeurs, et on faisait 3 millions de chiffre d'affaires à 3. Donc c'était pas mal. Donc il y avait une responsable du web, une préparatrice de commandes et moi. Oui. Donc c'était hyper efficace. Et là, j'ai décidé d'ouvrir une première boutique. Parce alors qu'est-ce qui a déclenché cette envie-là? Oui, parce que ça a été vraiment le gros changement de modèle complètement pour avril. Oui. En fait, on avait beaucoup de demandes de nos clients pour essayer les produits. Les gens disaient, mais moi, ça m'intéresse d'utiliser vos produits, mais je voudrais quand même savoir si le fond de teint convient à ma carnation, si le gel douche sent bon, si la texture de la poudre tient bien. Et donc, je voudrais essayer, mais je peux pas avec votre site internet. Je ne peux pas non plus chez vos revendeurs parce qu'ils n'ont pas toujours des testeurs, ils n'ont jamais toute la gamme. Donc, je suis coincé. Et on s'est dit, il faut qu'on ouvre une boutique avec toute notre gamme évidemment, avec des testeurs pour tous les produits, avec une équipe de conseillères qui va pouvoir accompagner les clientes et les clients dans leurs achats. Et donc, on a ouvert une boutique à Lille, puisqu'on est basé ici dans le Nord, pour pouvoir suivre la vie de la boutique au quotidien et adapter notre. Alors, il a fallu designer cette première boutique. C'était tout à fait. C'était pas prévu initialement. Non, exactement. Donc c'est un nouveau métier qu'on a appel à des pros. Complètement. Un architecte lillois qui a réalisé notre première boutique, une agence immobilière lilloise qui nous a trouvé un local. Ça a été une agence merchandising pour nous aider à réfléchir à comment on allait présenter les produits. On a appris ça à partir de zéro. Et c'était quoi les 3 grands principes que tu souhaitais pour ces boutiques-là? À quoi tu étais le plus attentif? Les principes, c'est comme j'ai dit, pouvoir essayer les produits, et avec notamment un bar à maquillage qui invite les gens à s'installer au comptoir et à se faire maquiller pour qu'elle voit que les produits Avril sont de super qualité et qu'un maquillage bio, ça tient. Donc ça, c'est pouvoir essayer, c'est le premier grand principe. Le deuxième grand principe, c'est avoir une équipe de professionnels donc qui connaissent tellement bien les produits que elles sont en mesure de vraiment bien les conseiller. Et la troisième chose, le troisième grand principe, c'est la sincérité
et la simplicité de la relation avec les clientes. Ça, on y reviendra peut-être si on parle du management, Oui. mais en fait, j'anticipe un petit peu sur ce sujet, mais dans nos boutiques, nos équipes de vente n'ont pas d'objectif commercial. Donc elles n'ont pas d'incitation ou de prime si elles dépassent tel chiffre d'affaires. On en parlera moyen, tout à l'heure parce que ça m'interpelle quand même. Ouais, mais on en reparlera. Mais juste pour répondre à ta question sur qu'est-ce qui fait la particularité des boutiques Avril, ça c'est une particularité, c'est-à-dire qu'on a une relation avec nos clientes et nos clients qui est sincère et qui est basée sur comment on peut vous rendre service, comment on peut vous apporter du bien-être, et non pas comment on peut faire pour vous vendre le plus possible de produits. Alors moi qui ai eu la chance de visiter une boutique Avril, je me maquille pas, mais j'ai visité. Moi j'ai été frappé par la simplicité aussi, l'homogénéité dans les couleurs qui sont douces. Il y a une ambiance particulière quand même que tu as réussi à traduire, je pense. Alors c'est vrai, ça j'en ai pas parlé, mais il y a une autre particularité qui est assez amusante, c'est que toutes nos boutiques sont différentes. C'est-à-dire que pour chaque boutique qu'on ouvre, on travaille avec un architecte local de la ville et il va imaginer un nouveau concept à chaque fois. Et pourquoi ça? Alors, parce qu'on a l'habitude de dire que pour nourrir une marque, il faut une charte graphique ou une charte en général. Oui, alors c'est une idée effectivement un peu originale, mais pour deux raisons. La première raison, c'est que personnellement, ça m'intéresse plus, ça m'amuse plus de découvrir un nouveau concept à chaque fois qu'on ouvre une boutique, et on ne choisit que des très bons architectes dans chaque ville, donc on a chaque fois un résultat qui est très chouette. Donc ça me plaît beaucoup, c'est vraiment un plaisir personnel. Et la deuxième raison qui est hyper importante, c'est que ça nous permet de conserver des éléments d'architecture qu'on trouve dans ces boutiques et qui sont très bien et qu'on n'a aucune raison de détruire pour les remplacer par un autre matériau. Donc si le sol est dans un beau carrelage ou dans un beau parquet, on va pas dire nous notre concept c'est du béton ciré, donc on enlève tout ça et on met du béton ciré au-dessus. Ça n'aurait aucun sens écologique. Donc ça c'est très important. Pas d'impérialisme de marque. Oui, on va dire comme ça. Pour des raisons d'amusement personnel, mais aussi surtout pour des raisons d'environnement. Ouais, c'est ça. Ok, alors donc justement aujourd'hui c'est combien de boutiques Alors aujourd'hui on a 62 boutiques. 62 boutiques. Essentiellement en France, mais on en a aussi 2 en Belgique, une à Madrid, une au Maroc et une à l'île Maurice. Bon, c'est une opportunité de franchise. Voilà, donc on se développe bien, puis on a encore un plan de développement qui est assez important. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un magasin, dans une boutique Avril comme produit? Est-ce que on trouve l'équivalent en étendue de gamme de ce qu'on trouve dans les autres marques? Alors, tu parlais de maquillage tout à l'heure. Nous, on a tout ce qui est dans une salle de bain. On fait pas que du maquillage. On fait tout. Des crèmes de soins pour le visage, du dentifrice, du gel douche, du déodorant, des produits pour le corps, des crèmes pour les mains. Voilà, on fait vraiment tout. Des produits pour les bébés, des produits pour les hommes, des accessoires de salle de bain. On fait tout. D'accord. Alors pour fabriquer ces produits bio, donc tu t'appuies aujourd'hui sur des fabricants qui sont spécialistes dans leur domaine. Exactement. Ils sont où ces fabricants? Alors ils sont en France. On a 40 sous-traitants parce que comme tu le dis, ils sont très spécialisés dans leur domaine. Par exemple, on en a un qui fabrique nos crayons. C'est une usine de crayons. Il peut pas faire un déodorant ou un gel douche. Il sait faire que des crayons. Et du coup, on a besoin de beaucoup de partenaires pour fabriquer l'ensemble de notre gamme. Donc on en a 40, il y en a 38 en France et 2 en Italie. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment essentiellement français, donc ça c'est très chouette. Ok. Est-ce qu'on a des études un peu scientifiques sur l'impact des produits de cosmétiques sur la santé, qu'ils soient bio ou pas bio, ou c'est simplement une idée que si c'est bio, ça sera forcément meilleur? Oui, alors j'ai pas d'études à produire pour ça. C'est vraiment. Alors il y a deux choses. Il y a un peu une évidence, c'est-à-dire que le fait que les ingrédients soient naturels, le fait que les plantes qui sont dans nos formules sont issues de l'agriculture bio, donc sans pesticides. C'est ça. On se dit ça doit quand même être mieux pour la peau. Donc ça c'est ce qui semble un peu l'évidence. Et après l'autre chose, c'est que j'ai beaucoup de témoignages de gens, de clientes, de clients qui me disent mais moi j'ai une peau hypersensible ou
je faisais de l'eczéma ou etc. Il y a que les produits Avril qui me conviennent. Et ça, j'en ai encore eu ce week-end à la braderie de Lille quand j'étais dans la boutique, une cliente qui m'a dit ça. Donc ça arrive vraiment très souvent. Ah oui, génial. Alors, je parlais en introduction d'un modèle vertueux. Je me permets d'utiliser ce mot-là. Parce que quand tu m'as envoyé un document sur les points clés de votre vision 2009, et il y a beaucoup de choses qui m'ont quand même interpellé sur comment justement l'entreprise contribue à protéger l'environnement, peut-être le nourrir aussi. Est-ce qu'on peut passer en revue quelques pratiques? Et puis j'aimerais qu'on soit vraiment concret parce que je sais que beaucoup d'entrepreneurs et dirigeants sont sensibles à ces sujets. Ils sont parfois sur des business un peu classiques et certains rament en se disant c'est compliqué quand même d'intégrer ces préoccupations-là dans notre business actuel. Et donc peut-être pour nourrir la réflexion de ces gens-là qui nous écoutent, est-ce qu'on peut passer en revue? Alors je vais citer les grandes rubriques, puis après on va les prendre tranquillement l'une après l'autre. Tendre vers le zéro déchet, tendre vers le zéro émission de CO2, être à énergie positive, promouvoir une consommation juste, et puis on parlera aussi du 1% du chiffre d'affaires que tu reverses pour la planète. Tu nous expliqueras comment. Est-ce qu'on peut reprendre le premier point, par exemple, tendre vers le zéro déchet? Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour ça? Oui, exactement. Depuis qu'on a écrit cette vision en 2019, on a mené pas mal d'actions très concrètes pour réduire nos déchets. Une première chose qu'on a faite, c'est qu'on a lancé plein de gammes solides. Donc des shampoings solides, par exemple, parce que quand tu utilises un savon pour te laver les cheveux, formulé en shampoing évidemment, eh bien évidemment, tu as moins de déchets que si tu utilises un shampoing liquide dont tu vas jeter la bouteille vide une fois que tu as fini le produit. Donc ça, on l'a décliné dans plein de choses. Donc c'est sans emballage? C'est vendu? C'est quand même dans un emballage carton, mais c'est beaucoup plus léger qu'une bouteille en plastique. Oui, donc c'est bien plus vertueux. Ouais. Donc ça, c'est une chose. Une deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a lancé un concept de recharge pour tout ce qui est poudre, blush et fard à paupières. Ça évite de jeter le boîtier. Exactement. Donc avant, on les vendait dans un boîtier en plastique rond avec un couvercle transparent là. Et donc quand la cliente avait fini sa poudre, elle la jetait à la poubelle. Elle jetait le boîtier à la poubelle. Et maintenant, on a un système de recharge, c'est-à-dire que tu achètes une palette en carton ou un boîtier en carton vide d'un côté, et d'un autre côté tu achètes juste la poudre dans son petit godet en aluminium que tu vas placer dans ta palette. Et quand tu l'as fini, tu jettes juste à la poubelle le godet en aluminium, alors qu'avant il y avait le godet en aluminium plus la boîte en plastique. Et quand on a fait ça, ça nous a permis d'éviter de produire 10 tonnes de plastique par an. Donc tous ces boîtiers en plastique, c'était 10 tonnes par an qu'on produisait pour nos poudres, nos blushs, nos fards à paupières. Donc c'est une avancée qui est énorme, et en plus ça nous a permis de baisser les prix. Oui. Parce que forcément, quand on fait l'économie du boîtier en plastique, le produit est moins cher. Voilà, donc c'était aussi l'intérêt pour les utilisatrices d'avoir des prix plus abordables. Et l'année dernière, on a lancé toujours un concept de recharge, mais cette fois en poudre à diluer pour reconstituer du gel douche ou du shampoing ou de l'eau micellaire ou du dentifrice, etc. Et donc, comment ça se présente ? Tu as un flacon vide que tu achètes une fois pour toutes, tu remplis d'eau chaude jusqu'à une marque qui est indiquée sur le flacon, tu mets les pastilles de gel douche par exemple dedans, et ça se transforme en quelques heures en gel douche. Donc l'eau se mélange avec les pastilles que tu as mises dedans, et ça se transforme en gel douche. Et donc quand tu as fini ton gel douche, tu gardes ton flacon et tu le re-remplis avec les pastilles. Et avant de prendre ta douche, tu secoues pour remélanger. Une fois pour toutes. Tu secoues pas à chaque fois, juste quand tu reconstitues ton gel douche. Et donc, de la même façon que pour les poudres dont on vient de parler, ça t'évite de jeter ton flacon, tu le conserves, et donc ce que tu jettes, c'est juste le petit emballage en papier qui contient les pastilles, mais c'est 4 grammes par rapport à 25 grammes d'un flacon de gel douche. Donc c'est une diminution très forte de tes déchets. Voilà, donc voilà des actions. Excellent. J'ai vu aussi aucun document publicitaire. Oui, alors ça c'est papier. Tout à fait. Ça c'est cohérent avec notre stratégie, notre positionnement de
pas dépensé pour la communication, bah du coup on n'édite pas de flyers ou de catalogue ou de choses comme ça, oui, tout à fait. Okay. Puis on donne jamais d'échantillons, tu vois, on n'a pas des formats miniatures à distribuer aux gens pour qu'ils testent. S'ils n'en veulent pas. Ouais, parce qu'en plus parfois ils n'en veulent pas, puis ça génère beaucoup trop de déchets d'emballage, il y a très peu de produits par rapport à l'emballage, donc on fait pas tout ça. Oui. Donc ça c'était tendre vers zéro déchet, ensuite c'est tendre vers le zéro émission de CO2. Oui. Comment on peut illustrer? Oui, alors effectivement ça c'est très ambitieux, mais on fait pas mal de choses à ce sujet. D'abord, à un moment donné, il y a 4 ans, on a décidé de transporter nos palettes vers nos gros clients revendeurs, type Galeries Lafayette, Printemps, etc., avec un transporteur qui s'appelle Ouch, qui utilise des camions qui roulent au GNV, au gaz naturel pour véhicules. Donc c'est du méthane qui est issu de la décomposition des déchets agricoles, qui sert de carburant, et c'est 5 fois moins d'émissions de carbone que le gasoil. Donc ça c'est une grosse avancée. Une autre chose qu'on fait depuis 6 mois, qui est très importante aussi, c'est que la moitié maintenant de nos approvisionnements depuis nos sous-traitants jusque notre entrepôt ici à Bondu, la moitié de ces approvisionnements se font en train. Alors qu'avant c'était en camion. C'est du multimodal du coup, train et puis camion pour il y a un peu de camion finale pour aller au début et à la fin. Voilà, exactement. Mais l'essentiel du trajet. Et ça c'est efficace. Oui, parce que nos fournisseurs, par exemple, qui sont en Bretagne, les marchandises prennent le train à Rennes jusqu'à Lille. Donc, tu as quand même l'essentiel du trajet. Et pareil pour ceux qui sont dans le sud-est, en Provence, les marchandises prennent le train à Marseille pour aller jusqu'à Lille. Donc, et là, on peut quantifier l'économie en émissions de CO2. Oui, alors en ordre de grandeur. Je l'ai plus en tête. Donc, je ne peux pas te répondre en pourcentage, tu dirais quoi? En pourcentage, par rapport à avant, c'est 90% de baisse. Oui, c'est ça. Enfin, un camion qui fait Marseille-Lille ou un train qui fait Marseille-Lille, c'est juste la différence, elle est énorme, quoi. Donc ça c'est hyper important. Et puis un troisième exemple, si on a le temps. Donc je t'ai expliqué que tous nos produits cosmétiques étaient fabriqués en France et un petit peu en Italie, mais au démarrage, nos accessoires étaient fabriqués en Asie. Pour une question de prix, parce que c'est évidemment beaucoup moins cher, et aussi pour une question de capacité industrielle. C'est-à-dire qu'on ne trouvait pas forcément des usines de production de coupe-ongles, par exemple, ou de pinceaux à maquillage en France. Et au bout d'un moment, il y a 4-5 ans, je me suis dit ça n'a vraiment pas de sens d'importer d'Asie des accessoires. Donc on va essayer de trouver des fabricants français ou européens pour ça. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc progressivement, on a passé toutes nos gammes d'accessoires en fabriqués en France ou en Europe. Et la dernière grosse gamme qu'on a rapatriée, c'est les pinceaux à maquillage, qui sont maintenant fabriqués en France. Forcément, quand on a fait ça, c'était un peu courageux parce que on a été obligé d'augmenter les prix de vente. Parce que en gros, on les achète 2 à 3 fois plus cher. Donc on les revend 2 à 3 fois plus cher. Et donc, forcément, on en vend moins. Mais c'est pas grave, on se dit ça a du sens pour nous de produire en France, c'est cohérent. C'est ça, il y a besoin d'une cohérence générale, c'est une ligne de conduite exactement, qui est un facteur de réussite dans le long terme, j'en suis persuadé. Puis j'ai vu aussi que vous livriez les boutiques à vélo, au moins pour Lille. Ah oui, tout à fait. Parce que c'est pas loin. 2 boutiques qui sont juste à côté d'ici, une douzaine de kilomètres, effectivement, on les livre à vélo. Alors ça, c'est un peu une anecdotique. Plus anecdotique, mais ça veut dire que vous cherchez partout ce qu'on peut faire. C'est ça l'idée, quoi. Ouais, exactement. Et après, un dernier point qu'on peut citer, c'est que nous, dans l'entreprise, à titre professionnel, on prend jamais l'avion. Donc, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure qu'on avait ouvert une boutique à Madrid. Quand je suis allé la voir quelques semaines après son ouverture au mois d'octobre l'année dernière, j'y suis allé en train. Train de nuit, couchette? Non, j'ai pris le train de jour. Alors, évidemment, mon voyage, j'ai fait pas mal de haltes sur mon voyage et j'en ai profité pour ce que je fais régulièrement, visiter des boutiques Avril en France. Donc, ça m'a permis de faire plusieurs stops. Et puis, une fois arrivé dans le sud, j'ai pris un train pour Barcelone, puis de Barcelone à Madrid. Et voilà, j'étais arrivé à Madrid. Et donc, ça se fait très bien. Et il y a aucun problème. Donc, personne prend jamais l'avion pour le boulot chez nous. Donc, on a parlé de tendre vers zéro déchet, tendre vers zéro émission. On arrive à être à énergie positive. Oui.
C'est pour les bâtiments, en fait. Exactement. En fait, l'idée, c'est de produire ou de contribuer à produire plus d'énergie qu'on en consomme. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réalisé dès l'écriture de notre mission en 2019. En fait, on prête beaucoup d'argent à des projets d'énergie renouvelable. Donc des parcs éoliens, des fermes photovoltaïques. Et ça permet de produire une énergie verte et beaucoup plus que ce qu'on consomme. Oui. En fait, on a prêté 2 millions d'euros jusqu'à présent via une plateforme de crowdfunding pour les énergies renouvelables qui s'appelle l'Endosphère pour financer ces projets. Et ce qu'on a prêté, ça permet de produire 2 millions de kilowattheures par an, alors que notre consommation avec tous nos bâtiments, toutes nos boutiques, notre siège, c'est 500 000 kilowattheures par an. Voilà, donc on produit beaucoup plus que ce qu'on consomme, alors, en tout cas pour l'électricité. On vend plus très cher, je pense. Hein. Alors, c'est pas nous, c'est pas notre production, puisque c'est c'est géré par d'autres. Nous, on a juste prêté de l'argent pour faire ça, mais du coup, voilà ce qu'on fait. Oui. Et en parallèle, on essaie de réduire au maximum nos consommations. Par exemple, dans nos boutiques, quand on ferme la boutique le soir à 19h, on éteint les lumières. On laisse pas la vitrine allumée toute la soirée. C'est pas encore généralisé, ça. Oui, alors il y a quand même de plus en plus d'enseignes, je le remarque, qui font pareil. Mais il y en a encore qui laissent leur vitrine allumée, comme si le marketing c'était plus important que l'environnement. Oui. Et en plus la nuit quand les gens dorment. Oui, non, mais en général ils ont une minuterie qui éteint à 11h, mais voilà. Alors j'aime bien le quatrième axe, c'est promouvoir une consommation juste. Oui. Donc avec des idées assez originales sur le sujet. Et tu disais tout à l'heure que tes collaborateurs n'ont pas d'objectifs commerciaux. Oui, tout à fait. Et pas de prime non plus, pas de rémunération variable. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel dans le domaine du retail, du commerce. On est la seule marque de... Mais c'est un truc de fou, ça. Alors comment cette idée est arrivée et quelle est sa motivation? Oui, alors je la vois un peu, mais je préfère que tu nous en parles. Plusieurs choses. Il y a celle qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est que pour moi, c'est important que la relation dans nos boutiques entre nos conseillères et nos clientes et nos clients soit une relation sincère et basée sur comment on peut vous rendre service. Comment on peut vous conseiller les bons produits qui vont vous apporter du bien-être. Donc ça, c'est important et moi, je veux pas que cette relation, elle soit biaisée par un intérêt que nous, on aurait à vendre tel ou tel produit ou telle quantité de produits, alors que c'est pas le besoin de la cliente ou du client. Donc ça c'est un point qui est fondamental. Après, il y a une deuxième chose, c'est que il y a aussi une question de bien-être. Moi, je parle souvent de ça avec nos équipes dans les boutiques qui disent « Avant, j'étais dans telle enseigne, mais la pression que j'avais sur le panier moyen, sur le chiffre d'affaires, c'était pénible à vivre. » Et vraiment, moi, je me réjouis d'avoir retiré cette pénibilité de leur vie professionnelle. J'ai pas envie que dans mon entreprise, les salariés vivent mal leur journée de travail parce qu'elles ont une pression permanente sur les indicateurs économiques. Pour moi, c'est pas de nature à rendre mes collègues épanouis, heureux, bien dans leur vie, quoi. Donc je veux pas faire ça. Alors on n'a pas le lot témoin pour en face pour comparer la performance, mais c'est plutôt mieux par une conviction profonde qui te fait faire ce choix-là. Ah oui, tout à fait. Je me dis pas que grâce à cette politique, on sera plus performant, on aura des meilleurs chiffres d'affaires, etc. On le sait pas. Je n'en sais rien. Si ça se trouve, ça serait mieux d'avoir cette pression, on ferait plus de chiffres d'affaires, je ne sais pas. Ou si ça se trouve, c'est le contraire, comme elles sont plus épanouies, elles travaillent mieux, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ma motivation première, c'est la relation avec les clients et puis le bien-être de mes collègues. Mais alors, ils le savourent, ce point-là, tes collaborateurs? Ils le disent vraiment? Tout à fait. Il y en a qui viennent d'autres enseignes. Exactement. Puisqu'ils sont spécialisés sur Cosmeto. Pas que. Pas que, non, mais certains, en tout cas. En tout cas, ils viennent du commerce. Celles qui ont vécu une autre expérience professionnelle avant dans le commerce me le disent. Elles notent la différence et elles me remercient d'avoir adopté un modèle aussi différent
différent et mieux pour elles. Alors après, celles qui n'ont pas de comparaison parce que c'est leur premier travail, bon, elles le savent pas forcément. Oui, bien sûr. Mais voilà. Bon, en tout cas, ça n'empêche pas Avril de faire 15-20% de croissance ces dernières années. Oui, tout à fait. Ça, c'est bon. Il y a encore une chose que j'ai notée, c'est que vous reversez, c'est peut-être un peu la couronne ou la cerise sur le gâteau, 1% du chiffre d'affaires pour la planète. Alors, je me suis livré un petit calcul. 35 millions fois 1%, c'est 350 000 euros de cash que vous sortez de l'entreprise. Qui vont où? Ça va où? Alors, effectivement, on adhère à 1% pour la planète depuis 2023, donc c'est notre 3e année là. Tu veux expliquer un peu ce que c'est ce concept-là de 1% pour la planète? Donc ça, c'est un système, ou je sais pas comment le décrire, qui a été créé par Yvon Chouinard, qui est le fondateur de Patagonia. Et donc le principe, c'est que les entreprises qui adhèrent à cette organisation reversent effectivement 1% de leur chiffre d'affaires à des associations de protection de l'environnement. Donc soit via 1% for the Planet, donc on reverserait l'argent à 1% qui à son tour le verserait aux associations, soit on choisit nous-mêmes les associations auxquelles on veut reverser, qui sont adhérentes ou qui sont validées par 1% for the Planet, agréées. Donc nous, on a choisi cette deuxième formule, c'est-à-dire qu'on choisit nous-mêmes les associations. D'accord. Donc, pour 2025, on doit encore les choisir, mais en 2024, on en a choisi 2. Une qui s'appelle Terre de Liens et qui finance l'installation d'agriculteurs en bio sur des terres agricoles, et l'autre qui s'appelle le Fonds pour l'arbre, qui finance des plantations de forêts et de haies. D'accord. Donc c'est 2 choses qui ont vraiment du sens. Et pour 2025, on est en train de réfléchir aux associations qu'on va choisir. Voilà, donc d'ici une semaine, je pense qu'on aura fait notre choix, toujours en cohérence avec ce qui semble important pour nous. Et on choisit des associations qui agissent, parce qu'il y a beaucoup d'associations répertoriées, référencées par 1% pour la planète. Beaucoup sont dans la sensibilisation, ce qui est très bien, mais nous, on préfère quand même privilégier des associations qui ont des actions très concrètes et tangibles. Ok. Je sens en t'écoutant que tout ça, tu le portes, t'es passionné, tu vibres sur ces sujets, et puis tu le fais pas par contrainte, tu le fais par goût, je pense. Oui, tout à fait. Voilà. Alors ça, c'est dans la tête du patron. Oui. Comment c'est vécu dans les équipes, ces choix un peu exigeants d'Avril? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé par les équipes? Est-ce qu'il y a des militants? Est-ce que les gens considèrent certains que c'est juste une singularité de l'entreprise? C'est vécu comment? Oui, alors c'est une bonne question. Et comment c'est animé, on verra aussi. Oui, alors c'est d'un point de vue général, c'est vraiment une source de joie et de fierté pour les salariés d'Avril. Tout le monde, toutes les personnes qu'on recrute chez Avril ne sont pas des militants écologistes, pas du tout. Alors il y en a qui sont très avancés, parfois même plus que moi. J'ai une collègue par exemple qui est vraiment zéro déchet. Elle n'a plus de poubelle chez elle. Donc c'est extraordinaire. Moi je tends vers ça, mais j'y suis pas encore. Et puis il y en a qui sont moins engagés, qui évidemment ont bien conscience de l'urgence environnementale, qu'il faut agir, etc., mais qui n'ont pas encore mis en œuvre chez eux des actions aussi fortes que celles de cette collègue. Mais ces personnes, quand elles entrent chez Avril, prennent plus conscience de ça et font un chemin pour une meilleure responsabilité environnementale. Donc c'est chouette aussi qu'on puisse encourager ces avancées de nos salariés. Les actions qu'on mène, vraiment, nos collègues en sont hyper fiers. On en parle parfois dans les boutiques avec nos clientes. D'ailleurs, il y a 4 affiches qui indiquent des exemples d'actions concrètes dans tous nos magasins. Et c'est vraiment une source de joie quand on réussit à réduire notre empreinte environnementale. On parlait du train pour transporter nos marchandises depuis chez nos sous-traitants tout à l'heure. Donc la personne chez nous, Alice, qui s'occupe des approvisionnements, c'est elle qui a mis en œuvre ces solutions pour réussir à transporter en train depuis nos fournisseurs, en collaboration avec eux et en collaboration avec des transporteurs. Évidemment,
elle est super fière de ce qu'elle a réalisé et à juste titre. Et moi, quand elle m'a annoncé qu'elle avait réussi à faire ça, mais j'ai éprouvé une joie réelle. Et en fait, c'est toutes ces actions, ça crée vraiment de la joie. C'est pas des contraintes, on vit pas comme une difficulté. Alors évidemment, c'est pas facile à mettre en œuvre. Il y a des obstacles sur chaque projet qu'on veut mener dans cet ordre, mais quand on y arrive, mais quel plaisir, quoi. Donc voilà, c'est très partagé et très vertueux aussi pour notre morale. Ben, si on continue sur le sujet du management, je pense que ça va être une belle partie intéressante aussi de notre échange. Tu revendiques d'être sur un modèle libéré. Oui. On pourrait même dire libre parce que c'est né comme ça. Tu n'as pas eu à libérer, tu as créé libre. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que c'est ce management d'une culture libérée dans l'entreprise? Oui, alors qu'est-ce qui est significatif chez toi? Oui, alors pour le définir un peu, dans une organisation classique, c'est-à-dire dans la plupart des entreprises, dans l'administration, etc., l'organisation, il y a une équipe, il y a un chef d'équipe, le chef décide et contrôle que ces décisions sont bien appliquées. Bon. Dans une entreprise libérée, c'est les salariés qui décident dans leur domaine, bien sûr. Donc, je peux donner des exemples concrets chez Avril. Sous ma responsabilité directe, il y a la responsable des produits. D'accord. Bon. C'est elle qui décide des produits qu'on lance. C'est pas moi, alors que je suis son chef. Donc, souvent, je découvre, quand elle l'a déjà décidé, les produits qu'on va bientôt lancer. Et je m'en réjouis à chaque fois. Je me dis, mais elle a vraiment compris qu'elle était autonome dans ses décisions, qu'elle est libre de prendre les bonnes décisions. Alors évidemment, c'est dans un cadre donné. Le cadre, si on reste sur cet exemple des produits, il est très clair. Il faut que les produits soient bio, fabriqués en France, de super qualité, à un prix abordable et qui se vendent bien. On va pas vendre des produits, proposer des produits que personne n'achète. Donc tout ça, c'est cadré. C'est le système qui encadre, c'est pas toi. Oui, exactement. Donc ça, c'est défini. Et donc, tant qu'elle est à l'intérieur du cadre, elle sait qu'elle a la liberté totale d'agir et qu'elle n'a pas besoin de me faire valider toutes les décisions qu'elle souhaite prendre. Alors, elle a une grande responsabilité puisqu'elle est en charge des produits. Oui. Si je viens à quelqu'un, un conseiller ou une vendeuse ou conseillère en boutique, quels sont le genre de décisions qu'elle peut prendre? Ça peut être si une cliente rapporte un produit parce qu'elle a rencontré tel ou tel souci, la conseillère, elle est complètement libre d'évaluer la pertinence. Exactement. Et elle va pas devoir téléphoner à sa chef pour dire qu'est-ce que je fais dans ce cas-là. Elle le fait en intelligence, en empathie et voilà, avec bon sens. Et ça, dans la relation, commerciale, c'est important aussi, bien sûr. Et puis, sur le plan des rémunérations, il y a aussi des choses intéressantes dans l'entreprise qui permettent aussi de motiver les gens. Oui, tout à fait. Alors même s'ils n'ont pas d'objectif et pas de prime sur le chiffre d'affaires, peut-être il y a d'autres choses qui relèvent plus du partage. Oui, tout à fait. Nous, on a deux primes qui sont deux primes collectives, donc il n'y a pas de prime individuelle. Une prime d'intéressement et la participation. Donc l'intéressement est mis en place depuis longtemps, ça doit faire 5 ou 6 ans qu'on a mis en place. On reverse 5% de nos bénéfices à l'ensemble des salariés et ça représentait l'année dernière 5% de leur salaire annuel. D'accord. Voilà, donc tout le monde a reçu une prime de 5% de son salaire. Et la deuxième chose, c'est la participation, qu'on a mise en place pour moitié, sans entrer dans les détails, l'année dernière, et qui sera en place à 100% cette année. D'accord. Et cette participation, pour le coup, elle est complètement égalitaire, c'est-à-dire que c'est la même somme d'argent qui sera versée à chaque salarié en mai l'année prochaine quand on aura les résultats de l'entreprise et qu'on pourra faire le calcul de la participation. Et donc, j'espère qu'on tournera, alors ça dépend des résultats évidemment, et qui sont pas encore connus au moment où on se parle, qu'on tournera sur une prime qui sera comprise entre 3 000 et 4 000 euros. Donc c'est très chouette. Chaque personne touchera entre 3 000 et 4 000 euros. En plus de 5% de son... En plus de ces 5% d'intéressement. Voilà, donc c'est chouette parce que pour nos salariés, je pense par exemple aux conseillères de vente qui ont des salaires qui sont un petit peu plus que le SMIC, mais proches du SMIC, ça fait une prime qui est importante. Ça fait plus de 2 mois de salaire avec cette prime de participation, sachant que c'est du net.
puisqu'il y a juste la CSG, CRDS à payer, mais il n'y a pas de charge salariale sur cette prime, il n'y a pas d'impôt sur le revenu à payer sur cette prime, donc c'est vraiment très significatif. On parlait de modèle vertueux, mais à ce sujet, j'ai une question. Alors, elle est un peu... Je pense c'est difficile d'y répondre, je te la pose quand même. Est-ce que c'est la réussite économique qui permet d'être vertueux, ou est-ce que c'est la vertu qui fait venir la réussite économique? Oui, je crois que c'est un peu les deux. Pour ta première proposition, est-ce que c'est la réussite économique qui permet d'être vertueux? C'est sûr que si on n'était pas bénéficiaire, on ne pourrait pas verser 1% à la planète. Bah oui, c'est ça. On n'aurait pas les ressources. Ouais. Donc c'est évidemment indispensable d'être profitable pour pouvoir agir pour l'environnement. Est-ce que c'est le fait d'être vertueux qui génère des bons résultats économiques? Sans doute aussi. Moi, je le crois parce que tu as créé une entreprise de son temps. Oui. Et qui répond aux attentes de ses clients, des consommateurs. Non, mais exactement. Sans doute, hein. Nos clients sont attachés à Avril. Elles me le disent vraiment quand je les rencontre. C'est incroyable les témoignages d'amour que je reçois pour nos produits de la part de nos clientes. Elles sont attachées parce que effectivement, on a toutes ces actions qui font qu'elles se disent que elles font des achats qui ont du sens et qui vont avoir une empreinte environnementale bien moindre que celle qu'elles auraient si elles achetaient d'autres types de produits. Donc oui, c'est sûr que ça crée aussi une réussite commerciale et économique, ça c'est certain. Alors, on disait que c'était une entreprise de son temps, Avril, et qui contribue sans doute à en faire une réussite. Quels sont les plus grands risques que tu vois pour l'entreprise aujourd'hui, pour l'entreprise Avril? S'il y a quelque chose qui t'inquiète pour l'avenir, ça serait quoi? Ou quelque chose sur laquelle tu vas porter ton attention pour que ça soit une entreprise de son temps aujourd'hui, mais encore demain? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Alors, c'est sûr qu'il faut toujours se réinventer, aller plus loin, etc. Donc, il faut pas s'endormir sur ses lauriers. On a cité pas mal d'actions. On pourrait se dire c'est génial tout ce qu'on fait, c'est déjà pas mal. Arrêtons-nous là. Non, on est toujours en train d'essayer d'avancer. Par exemple, sur les recharges dont on a parlé tout à l'heure, tu sais, pour reconstituer du gel douche ou de l'eau micellaire ou du shampoing ou du dentifrice. On a tout de suite travaillé sur une version 2 de ces produits. Donc, dans quelques semaines, au mois de novembre, on va lancer d'autres gammes de produits, des déodorants billes, donc sous forme de pastilles à diluer en recharge, du gel hygiène intime, d'autres types de shampoings pour les cheveux secs, etc. Et sous une forme encore plus rapide à diluer. C'est-à-dire que je t'ai dit tout à l'heure que pour le gel douche, il fallait attendre quelques heures pour que les pastilles se dissolvent dans l'eau. Là, on va adopter un système qui sera plus de la pastille, qui sera juste de la poudre que tu verses. Donc, elle n'est pas compactée sous forme de pastille. Et donc, elle va se diluer en 20 minutes au lieu de quelques heures. Donc, il faut toujours qu'on se réinvente pour aller plus loin et pour être toujours plus attractif finalement. Donc ça, c'est pas une inquiétude, mais c'est une action continue qu'on doit avoir. C'est rester vraiment des entrepreneurs, toujours et toujours, sans s'asseoir sur la réussite. Ouais, tout à fait. Et donc, il faut garder cet état d'esprit d'innovation qui, on pourrait dire jeune entre guillemets, mais voilà, faut rester jeune dans l'esprit. Tu fais jeune. Merci Bruno. Après, sinon, est-ce qu'il y a une chose qui m'inquiète? Oui, ce qui m'inquiète, c'est l'espèce de retour sur l'écologie qu'on vit de façon un peu conjoncturelle ces derniers mois, ces dernières années. En raison de la crise, quoi. Voilà, alors la crise, des prises de parole politiques qui reviennent sur l'urgence environnementale dans différents pays, mais aussi en France. Et voilà, c'est vrai qu'on a été très porté par la conscience
qu'ont eu les gens il y a quelques années quand c'était un discours qu'on entendait beaucoup sur la nécessité d'agir pour l'environnement. Donc il y a beaucoup de gens qui disaient bah oui, je vais me mettre à consommer bio parce que c'est important. Donc je suis un petit peu inquiet par le fait qu'on en parle moins, qu'il y a des gens qui s'élèvent au contraire contre ça, alors que c'est tellement Oui, mais il y a une tendance de fond qu'on n'échappera pas à ça, et même s'il y a des petits à-coups comme un électrocardiogramme. Oui. C'est ça. Je suis d'accord. Mais bon, voilà. En ce moment, conjoncturellement, c'est ça, tes sujets. Ok. Bah, écoute, merci Alexis. Il va être temps de conclure cet échange. Merci pour tout ce que nous a partagé. C'est vraiment très inspirant pour moi. J'ai une question, peut-être pour terminer. Si tu devais transmettre une seule règle à la prochaine génération d'entrepreneurs, ça serait laquelle? Alors, je leur dirais, ça ne sert à rien de créer une entreprise si c'est pas pour changer le monde. Donc, si vous créez une entreprise, faites en sorte que cette entreprise contribue à son échelle, bien sûr, à améliorer la situation du monde, donc d'un point de vue écologique, d'un point de vue social. D'un point de vue du bien-être des futurs collaborateurs. Écologique. Ça me semble hyper important. D'abord parce qu'on en a besoin, le monde en a besoin d'entreprises vertueuses. Ensuite parce que ça va leur apporter énormément de joie, énormément de motivation, parce que ils vont sentir que ce qu'ils font, ça a du sens. Et donc l'objectif d'une entreprise, ça doit pas être juste de gagner de l'argent. Comme on l'a dit tout à l'heure, gagner de l'argent, c'est un moyen. C'est une nécessité, mais pas une finalité. Exactement. C'est un moyen pour pouvoir aller là où on veut aller, pour pouvoir opérer les changements qu'on veut voir opérer dans le monde. Voilà ce que je dirais. Merci Alexis pour cet échange, et vraiment je te félicite pour cette belle réussite, et je te souhaite beaucoup de choses bonnes pour toi, pour avril, et bonne continuation, et au plaisir de te retrouver. Merci beaucoup à toi Bruno.